Mardi 18 mars 2025, la librairie Ombre Blanche organisait une rencontre autour de l'ouvrage d'Étienne Hanheim et Paul Pasquali, paru aux éditions de Minuit Collection Le Sens commun, Pierre Bourdieu et Erwin Panofsky, essais d'archéologie intellectuelle. Étienne Hanheim est directeur d'études en histoire à l'EHESS, membre du comité scientifique des archives Bourdieu et auteur en 2018 de l'ouvrage Le travail de l'histoire aux éditions de la Sorbonne. Paul Pasquali est sociologue, chargé de recherche au CNRS. La rencontre était conduite par Éric Darras. Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents. Il y aura sûrement quelques nouveaux arrivants d'ici quelques minutes. C'est un peu un temps de renaissance, puisque c'est le retour de la collection Le Sens commun dans sa maison de la rue Bernard Palissy. Et il y a peu de temps ici même, d'ailleurs, j'ai donné 3 heures d'échange avec Thomas Simonet, qui a repris la direction d'édition de Minuit il y a déjà, ça va faire plus de 2 ans, je commence à m'y perdre, c'est ça, 2 ans, 3 ans, oui, bon. Et Thomas m'avait annoncé cette publication, y tenant beaucoup, parce qu'il tient beaucoup à ce que les éditions de Minuit reprennent la place qu'elles ont eue dans les sciences humaines et sociales. Et évidemment, en premier lieu, Pierre Bourdieu, qui a été un des hommes importants de cette maison. Pierre Bourdieu, d'ailleurs, c'est aussi des souvenirs que je t'ai déjà raconté, Éric, des souvenirs pour Ombre Blanche, puisque Pierre Bourdieu est venu au moins 3 ou 4 fois à la librairie, dont la première fois pour la distinction qu'il avait présentée dans un moment où on avait été tous gelés à la chapelle des Carmélites, je me rappelle, sûrement en 1979, je crois. Voilà, on va arrêter avec les souvenirs. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir tous les 3. Éric Darras va, on va dire, diriger l'orchestre, Paul Pasquali et Étienne Hanheim, qui viennent de publier ce livre d'histoire, on va dire aussi d'histoire culturelle, pardon. J'espère ne pas résumer la chose à un qualificatif. En tout cas, c'est un livre vraiment passionnant, et autour de ces 2 personnalités, de Panofsky et Bourdieu, et de l'arrivée de Panofsky dans un catalogue où vraisemblablement il n'était pas vraiment attendu, mais vous allez nous raconter tout ça. Éric, juste aussi remercier peut-être Étienne Hanheim pour la participation qu'il a depuis toujours à la manifestation L'Histoire à venir. Je ne sais pas si on t'y verra cette année. J'espère. Bon, voilà. Merci à tous les 3 et bonne aventure pour nous. Merci à toi. Un grand merci à la librairie Ombre Blanche. On est toujours ravis de se retrouver ici. Donc quelques mots sur les auteurs de la soirée. Donc Étienne Hanheim est historien, donc directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Paul Pasquali donc est sociologue, chargé de recherche au CNRS. Ils ont tous les 2 déjà écrit 3 ouvrages. Donc Étienne, Clémencis au travail, Le travail de l'histoire aux éditions de la Sorbonne, l'édition en sciences humaines et sociales avec Livia Foraison aux éditions de l'EHESS, et Paul Pasquali, donc Passer les frontières sociales, avec une étude de cas sur un IEP, un institut d'études politiques aussi, l'héritocratie, les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite à la découverte, les 2, et puis avec Gilles Laferté et Nicolas Renaï, des amis communs aussi, le laboratoire des sciences sociales, histoire d'enquête et revisite. Donc, oui, ils ont aussi, on pourra peut-être en parler à l'occasion, tous les 2, des activités d'éditeurs. Donc ce livre, au titre énigmatique, Bourdieu et Panofsky, essais d'archéologie intellectuelle. C'est un livre, effectivement, Christian le disait, tout à fait passionnant, presque écrit aussi à la manière du Panofsky Holmes, comme une enquête policière. Donc on se plonge dans les archives Bourdieu, tous 2, je ne l'ai pas dit aussi, sont en charge, avec quelques autres, bien sûr, du fonds d'archives, Pierre Bourdieu. Et donc peut-être on peut commencer par ça. C'est comment vous est venue l'idée de ce livre,
original à plusieurs points de vue. Disons que il y a une coïncidence heureuse qui a fait qu'au moment même où Étienne intervenait dans un séminaire sur architecture gothique et pensée scolastique, donc l'ouvrage de Panofsky, de mon côté, de manière totalement indépendante, je commençais à m'intéresser au Bourdieu éditeur, c'est-à-dire au Bourdieu à la naissance de cette collection Le Sens commun en 1965. Et donc c'est l'ouvrage auquel s'intéressait Étienne était l'un des premiers ouvrages de cette nouvelle collection. Et donc en me plongeant dans ces archives Bourdieu, qui étaient alors encore en cours d'inventaire, je suis tombé sur des lettres qui étaient énigmatiques, mais qui me mettaient sur une piste intéressante. Et au moment où Étienne a voulu consulter ces mêmes archives, il a pris contact avec la famille Bourdieu, et en l'occurrence Jérôme Bourdieu, le fils aîné de la fratrie Bourdieu. Et un mail m'est arrivé, et on s'est rencontrés, on a discuté, et ça a commencé comme ça. Ça a pris un peu de temps, hein, on vous raconte ça en résumé, mais là on est en 2017, hein, donc il a fallu 8 ans pour arriver au livre, parce qu'on a fait d'autres choses avant, on a collaboré sur d'autres projets éditoriaux justement, et finalement c'est un livre qu'on a écrit assez vite, mais auquel on a réfléchi assez longtemps, parce que Paul s'est très tôt dit, tiens, ça serait intéressant de faire un livre là-dessus, et puis moi, Christian l'a rappelé tout à l'heure, on est tous les deux éditeurs aussi. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu émouvant de venir à Ombre Blanche sur l'estrade, parce que c'est la première fois, mais en revanche, j'ai souvent été dans la salle, et souvent pour des auteurs ou des autrices que j'avais publiés quand je dirigeais les éditions de l'EHESS. Et à l'époque où on s'est rencontrés, avant même les éditions de l'EHESS, je dirigeais les Annales. Et mon idée, c'était de demander un article à Paul Pasquali sur ce dossier, article qu'il a lui aussi publié au bout d'un certain temps, puisqu'il est sorti il y a 1 an et demi à peu près, sur ce dossier. Et il nous a fallu un peu de temps pour construire la réflexion, mais aussi pour construire le cadre commun d'une collaboration. Parce que c'est pas si courant d'écrire à deux, en plus un historien, un sociologue qui viennent d'horizons relativement différents en termes d'expérience scientifique. Et donc, c'est aussi l'histoire de cette rencontre finalement, une rencontre modeste à côté de celle de Bourdieu et Panofsky, mais il faut écrire à 4 mains, enfin, ou à 2 mains, parce qu'on n'écrit pas de la main gauche l'un et l'autre, et c'est pas toujours si facile. Et du coup, effectivement, ça, c'est une rencontre assez extraordinaire. Alors, vous avez fouillé les archives, vous avez découvert la correspondance entre Bourdieu et Panofsky. Et d'emblée, on se pose la question, pourquoi Bourdieu va s'adresser à Panofsky de près de 40 ans, son aîné, dans un domaine qui est quand même tout à fait autre. Bourdieu donc est tout jeune sociologue, et donc il s'adresse à Panofsky, il va faire sa toute première et dernière d'ailleurs traduction par lui-même. Donc voilà, quelle est cette histoire de la rencontre Bourdieu-Panofsky ? Alors, on a découvert ces lettres. Il y avait déjà un classement. Paul, peut-être tu pourras en dire un mot tout à l'heure, a participé à un travail. Et puis, il y a déjà des gens qui avaient travaillé, en particulier les différentes secrétaires de Bourdieu, à mettre en ordre ses archives. Donc, il y avait des dossiers, et Bourdieu, à partir de 1965, une de ses grandes affaires, c'est de s'occuper du Sens commun, la collection de Minuit. Et donc, il a des dossiers pour le Sens commun, et il a des projets. Il y a des gens qui veulent publier en France, et qui travaillent avec lui en particulier, et puis il y a des gens qui veulent traduire. Et le Sens commun a été une des grandes voies d'entrée d'un certain nombre de sociologues, mais aussi de linguistes et d'historiens d'art étrangers. Et Panofsky est sur sa liste, d'une certaine façon. Il est sur sa liste, alors au départ plutôt pour un autre livre, qui est La perspective comme forme symbolique, qui ne sera finalement traduit qu'en 1975. Mais il est sur sa liste, et par, disons, un certain nombre de circonstances éditoriales, il repère ses textes, et il écrit finalement à Panofsky comme éditeur. C'est-à-dire que c'est pas comme collègue sociologue qu'il lui écrit, il lui écrit comme directeur de collection pour lui annoncer qu'il veut faire son livre. Donc ça structure un peu la nature de la correspondance et la nature des archives. Peut-être sur les archives. Alors, tout n'est pas dans les archives, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est l'énigme finalement qui se dessine quand on découvre ces lettres d'un jeune sociologue, jeune éditeur, qui vient à peine de créer, puisque la première lettre c'est 66,
et la collection a été créée en 65, un jeune sociologue qui s'adresse avec beaucoup de déférence à ce vieil historien de l'art très reconnu, mondialement reconnu. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'histoire se fait toujours au croisement de plusieurs archives et de plusieurs lignes d'explication. Et donc, on s'est assez vite aperçu, sur la base de travaux déjà réalisés ou sur la base d'autres archives, qu'en réalité, Bourdieu, ce jeune Bourdieu-là, avait de bonnes raisons de s'intéresser à Panofsky. C'était pas si improbable que ça. D'abord, parce qu'il avait un grand intérêt pour l'art. Et cet intérêt pour l'art, en réalité, c'est obscurci au fur et à mesure des publications, des commentaires sur l'œuvre de Bourdieu, parce qu'on l'a réduit souvent à l'éducation, à la théorie de la reproduction, à l'Algérie ou au Béarn, aux paysans, et donc à des thématiques qui font sens dès qu'on pense à Bourdieu, mais qui effacent complètement le fait que les premiers travaux de Bourdieu, parmi les premiers travaux de Bourdieu, il y avait aussi l'amour de l'art ou un art moyen sur la photographie, sur les musées, et que plus largement, l'intérêt de Bourdieu pour l'art, qui a jusqu'à la fin de sa vie avec le cours sur Manet ou avec les règles de l'art autour de Flaubert, est réellement un fil rouge, voire même une matrice de son œuvre. Et donc revenir à ce petit lien et le connecter avec son travail d'éditeur, c'est montrer l'interaction entre la fabrique d'un livre et la fabrique d'une œuvre. Voilà. Et l'autre aspect qui compte dans l'intérêt qu'avait Bourdieu pour Panofsky, c'est son intérêt, je dirais, d'éditeur opportuniste, c'est-à-dire qui cherche à des grands noms pour lancer une collection et marquer réellement l'histoire avec un certain nombre là on parle de Panofsky, mais il y avait aussi Erving Goffman, il y avait Richard Hogarth. Voilà. Il fallait accumuler rapidement du capital symbolique et être à la hauteur du catalogue de Minuit, qui n'était pas n'importe quel éditeur. Et donc, en fait, le premier ouvrage de Panofsky qui est publié, donc qui est traduit, hein, c'est en réalité pas un ouvrage d'origine, hein, c'est une compilation de textes. Donc, il va s'appeler donc Architecture gothique et pensée scolastique. Hein, et donc, que raconte cet ouvrage et pourquoi il intéresse à ce point Pierre Bourdieu? Alors, effectivement, pour comprendre cette histoire, il faut revenir dans l'œuvre de Panofsky et peut-être dire un mot de Panofsky pour celles et ceux qui le connaissent moins bien. Erwin Panofsky, il est né en 1892 et il est issu d'une famille de la bourgeoisie juive allemande. Il a une formation intellectuelle de très haut niveau dans différentes disciplines, philosophie, droit, histoire de l'art. Il devient un très grand historien de l'art dès sa jeunesse. Hein. C'est quelqu'un qui est très vite célèbre, qui fait une thèse sur Dürer et puis qui ensuite est professeur à Hambourg, ce qui est un lieu très important de l'histoire de l'art dans les années 20 parce que c'est là aussi où travaille Aby Warburg et où Aby Warburg accumule cette très grande bibliothèque qui déménage ensuite à Londres et qui est encore aujourd'hui le centre de recherche Warburg, le Warburg Institute. Et Panofsky a une première carrière allemande très importante dans laquelle il écrit ses textes comme La perspective comme forme symbolique ou Idea, qui sont des textes d'historien de l'art, mais en dialogue avec la philosophie et surtout la philosophie néo-kantienne. C'est un grand lecteur de Cassirer et donc on a une proposition, si vous voulez, d'interprétation, disons, des sciences de la culture très large dans cette Allemagne des années 20 qui se brise sur la montée du nazisme. Et Panofsky fait partie des gens qui fuient l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis à Princeton, où il devient le très grand historien de l'art de Princeton et où cette seconde carrière états-unienne est accompagnée d'une seconde œuvre où il écrit en anglais. C'est-à-dire qu'après avoir écrit en allemand, la deuxième partie de sa carrière, Panofsky écrit en anglais. Et là, il réalise à la fois des œuvres de synthèse qui vont le rendre célèbre autour de la question méthodologique de l'iconologie. Et puis, il écrit des textes plus originaux, plus singuliers, mais plus périphériques dans son œuvre, comme ceux qui sont traduits par Bourdieu. Alors, c'est important de comprendre cette ambivalence parce que en 1967, c'est donc une star mondiale de l'histoire de l'art. Il est traduit dans un certain nombre de langues et puis il est connu des deux côtés de l'Atlantique, mais il n'est pas traduit en français.
Et donc Panofsky, on en parle. André Chastel, qui est un grand historien de l'art français de cette époque, est le grand interprète et intermédiaire de Panofsky, mais il le lit directement dans la langue originale. Merleau-Ponty, dès les années 50, parle dans ses cours de Panofsky, mais il n'est pas accessible au public français. Et alors, tout d'un coup, deux des grands directeurs de collection du milieu des années 60, qui sont Pierre Bourdieu et Pierre Nora chez Gallimard, se mettent en tête de traduire Panofsky. Et il y a aussi dans le livre, et on raconte beaucoup d'aspects d'histoire de l'édition dans le livre, il y a une sorte de course de vitesse entre Minuit et Gallimard pour être le premier à sortir ce fameux Panofsky dont tout le monde parle, et qui est un homme âgé à cette époque. Il meurt l'année suivante, il meurt en 1968. Et donc Gallimard s'empare des essais d'iconologie et de cette partie centrale de l'œuvre de Panofsky sur l'interprétation des images renaissantes. Et Bourdieu, lui, identifie d'autres textes qui l'intéressent, qui sont ces textes sur le gothique, un texte sur l'abbé Sugère, et puis un texte sur l'architecture gothique et la scolastique. En anglais, c'est Gothic Architecture and Scholasticism. Et il va le traduire par architecture gothique et pensée scolastique et en faire le titre de l'ensemble du volume. Donc, il y a une sorte d'invention du livre, c'est-à-dire que Bourdieu réinvente un bouquin qui n'existe pas en anglais. Il met ensemble des textes, il ajoute une postface et il fabrique quelque chose. Et les deux livres, celui de Gallimard et celui de Minuit, sortent en fait à quelques jours d'intervalle. Donc c'est assez intéressant aussi pour l'histoire, disons, de l'histoire intellectuelle, l'histoire matérielle du travail intellectuel dans cette France des années 60, qui est souvent une sorte d'âge d'or des sciences humaines. On peut peut-être revenir aussi sur ce moment particulier donc qui suit la grande révolution du structuralisme qui se déroule quand même à Paris, avec Lévi-Strauss, et puis surtout l'affrontement Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre. Et donc ces jeunes normaliens, et vous dites à quel point c'est une histoire d'hommes, une histoire d'hommes parisiens aussi, et pas seulement au niveau de ce monde de l'édition, tous issus de Normal Sup, et des mêmes, quasiment des mêmes promotions, avec les mêmes grandes têtes pensantes, références, et en particulier donc Merleau-Ponty, pas seulement, mais du coup c'est aussi là que se trouve la raison d'être de ce rapprochement entre les deux textes, l'abbé Sugère et les architectures et scolastiques. C'est qu'il cherche aussi à un moment où bien sûr il est au commencement de sa propre pensée, à créer donc une sociologie scientifique, avec tous les aspects scientifiques, qui ne soit ni donc du côté du structuralisme, ni du côté du relativisme. Et donc il va y avoir cette postface qui sera, en tout cas en France, promis à une très grande postérité dans le champ des sciences sociales, la postface de Bourdieu, qui est considérée comme le début du concept d'habitus. Et donc, comment est-ce qu'il va lier ce concept d'habitus naissant avec la pensée de Panofsky ? Le concept d'habitus existait déjà avant la postface. Il l'avait utilisé, Bourdieu, mais de façon très incidente dans un de ses textes sur le Béarn en 62. Mais effectivement, c'est la première fois où Bourdieu va se servir de cette occasion, et on pourrait dire se servir même de Panofsky, pour dessiner un programme théorique dans lequel il va lire et interpréter assez librement. C'est un peu le sens de notre travail sur le texte lui-même, parce qu'il y a les lettres et les archives, mais aussi une relecture du texte lui-même, y compris entre les lignes. Et il va, entre guillemets, déchiffrer le sens profond
de l'homologie que fait Panofsky entre l'architecture gothique et la pensée scolastique pour essayer d'expliquer cette homologie à travers la notion d'habitus, qui est d'origine scolastique, mais qui en réalité a aussi une histoire propre dans la sociologie, dans les sciences sociales et dans la philosophie. Et donc c'est pétri de cette culture philosophique et d'une culture sociologique assez récente, puisque Bourdieu était d'abord philosophe et il s'est converti petit à petit à l'anthropologie puis à la sociologie, qu'il va profiter de cette relecture pour sociologiser la notion d'habitus et au passage sociologiser Panofsky lui-même et tracer ensuite une sorte de programme capable de durcir le concept d'habitus, de le solidifier et de le ramener vers la sociologie tout court. C'est-à-dire, c'est aussi cette postface, on peut la lire aussi en parallèle avec le métier de sociologue qui est en train d'être écrit en même temps par Bourdieu, Passeron et Chambordon et qui sort l'année suivante en 68. Et donc, quelque part, quand on lit cette postface, on a aussi, bien au-delà du programme théorique, un programme épistémologique qui enjoint un peu les chercheurs de faire science et de ne pas céder à une forme de positivisme, on va dire, frileux, qui se contenterait de regarder les faits tels qu'ils sont, mais de rompre avec ce positivisme et d'engager avec toute la recherche empirique la plus rigoureuse de grandes ambitions théoriques. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et cette postface, alors ça, c'est tout l'intérêt de croiser ensuite les textes publiés et achevés avec la fabrique au chemin faisant du livre et de la postface. Cette postface, en réalité, au départ, elle ne devait pas contenir exactement tous les passages qui y sont, et elle résulte d'une sorte de négociation entre Bourdieu, Panofsky et des recherches que Bourdieu avait fait avant et faisait à côté de la fabrique du livre. Donc c'est tout un ensemble de recherches bien au-delà de la lecture de ce livre qui se reflète dans le propos que peut avoir Bourdieu dans cette postface. Donc en fait, déjà, il y avait beaucoup d'historiens de l'art, notamment, avaient fait des liens entre la poésie, la peinture et les cathédrales gothiques. Et donc, on cherchait les raisons pour lesquelles il existait ces analogies, ces affinités, ces homologies entre donc l'architecture de la cathédrale et la manière de faire en peinture, hein, ou de faire de la nouvelle manière de faire de la poésie au tournant donc du XIIe, XIIIe siècle. Et on parlait à l'époque notamment de mentalité, hein, avec les annales, dans le prolongement des annales. Et ce que Panofsky va proposer, c'est de faire le lien, hein, via l'abbé Suger notamment, entre ces différentes œuvres culturelles précisément, au travers d'un concept. Lui, il ne parle pas du tout d'habitus, que vous montrez bien aussi, hein, de force formatrice d'habitude. Hein. C'est ça aussi qui va intéresser Bourdieu. C'est-à-dire que effectivement, Panofsky essaie de résoudre un problème qui est déjà une sorte de problème classique de l'histoire de l'art et de l'histoire des sciences humaines, si vous voulez. Et de ce point de vue, les sciences humaines sont un peu comme les mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'on se pose depuis très longtemps et qu'on essaye de résoudre génération après génération. Et la réception de Panofsky a un peu brouillé les choses parce qu'on a l'impression que son livre est devenu tellement célèbre que c'est lui qui aurait inventé ce problème de la relation entre l'architecture gothique et la pensée scolastique, c'est-à-dire en fait une sorte de correspondance structurelle, hein, on pourrait dire, entre les grandes sommes théologiques de l'époque de Thomas d'Aquin et les grands vaisseaux de pierre de l'Île-de-France durant la même époque. En fait, ce problème existe depuis assez longtemps. Il est lui-même une variante, tu l'as rappelé, d'un problème plus général qui est celui des correspondances en fait, entre art, littérature et pensée. C'est-à-dire comment, quand on essaye de saisir une époque, on peut tisser des liens entre l'art, la peinture, la littérature, la philosophie et l'architecture. Et ce problème, il a toute une série de déclinaisons, mais il s'illustre en particulier dans le problème du gothique et de la scolastique. Et dès le XIXe siècle,
beaucoup de gens se posent cette question. C'est-à-dire que ce que Panofsky développe, c'est quelque chose qui, depuis une centaine d'années, traverse la pensée des grands historiens d'art et d'un certain nombre de sociologues, puisque la question avait déjà été évoquée sous une forme voisine chez Max Weber, par exemple. Donc, Panofsky essaie de résoudre cette question, et il essaye de la résoudre autrement que par une solution qui serait l'air du temps, ou l'esprit du temps, ou les mentalités, c'est-à-dire plutôt que de dire, voilà, il y a quelque chose qui flotte à un moment dans l'Europe du XIIIe siècle et qui ferait qu'on ferait les mêmes choses. Alors, il essaye de trouver une base concrète, ce qui est assez complexe en termes d'ambition de sociologie historique. Quelle pourrait être la base concrète qui expliquerait pourquoi la théologie universitaire pourrait avoir quelque chose de ressemblant avec les nefs gothiques. Et il avance dans cette direction un argument qui tourne autour de la formation intellectuelle, en fait, de ces hommes du XIIIe siècle dans les milieux des écoles cathédrales et dans les milieux des premières universités, et en particulier en Île-de-France, qui est, avec le monde, disons, d'Italie du Nord, le foyer de naissance de ces nouvelles formes d'enseignement. Mais cette explication chez Panofsky, elle est un peu essayiste, si vous voulez, parce qu'il faut dire autre chose. C'est que ce texte, Architecture gothique et pensée scolastique, chez Panofsky, c'est une conférence. Et les conférences, il est invité à ce qu'on appelle les Wimmer Lectures, c'est-à-dire des conférences annuelles dans la très grande abbaye bénédictine des États-Unis, à Saint-Vincent de la Trobe. Donc il a devant lui quand même un certain nombre de moines bénédictins, et puis c'est une grande université, donc il y a des théologiens, il y a des philosophes. Et la conférence, c'est aussi un genre littéraire, c'est-à-dire qu'il s'approprie un problème dont il va donner une sorte de solution brillante, mais il n'écrit pas un gros livre, il n'a pas l'intention de faire une œuvre d'érudition. Il fait ça un peu, disons, aussi pour épater la galerie, si on peut dire. Et le texte est finalement plein d'idées, et en même temps, il y a peu de notes, il y a peu de... Et Bourdieu va s'emparer de ce texte, va lui joindre un autre texte qui est aussi un texte de circonstance, le texte sur Sugère, qui est en fait l'introduction aux traductions à l'œuvre latine de Sugère, donc là aussi une présentation pédagogique. Et de ces deux textes, il va faire un livre, et il va y reconnaître un argument sociologique. C'est-à-dire, et là, c'est là où ce que Paul disait tout à l'heure est très important sur la liaison entre le Bourdieu sociologue du milieu scolaire et le Bourdieu passionné d'art. Parce que au fond, il va formaliser l'argument de Panofsky consistant à penser que cette homologie structurelle, elle vient d'une homologie de formation et de formation scolaire. Et donc, qu'il se forme quelque chose en termes d'outillage mental, on pourrait dire, si on voulait parler comme Lucien Febvre et comme les Annales, il se forme quelque chose dans ces milieux sociaux, mais qui n'est pas une mentalité générale de l'Europe du XIIIe siècle, qui concerne un petit groupe de gens, et que ces gens qui vont être actifs dans les grands chantiers des cathédrales, mais aussi dans les écoles de ces mêmes cathédrales, ou de l'autre côté de la Seine, du côté du quartier latin à l'université, ces gens partagent des principes analytiques du monde qui vont faire que les méthodes qu'ils vont mettre en œuvre vis-à-vis de la matière théologique ou vis-à-vis du matériau très concret de pierre ou de briques de l'architecture vont être voisines. Et au fond, c'est de là que la discussion sur l'habitus va naître, c'est-à-dire de cette reformulation d'un concept intermédiaire, je dirais, entre l'individualisme méthodologique et puis ces mentalités qui sont trop générales et trop vagues, ou cet esprit du temps trop hégélien pour satisfaire Bourdieu. Ok, on continue. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques? La parole est à la salle. Le métier de sociologue sort en 68. C'est-à-dire que la collection de Bourdieu dans le sens commun existe déjà. Pourquoi est-ce que le métier de sociologue sort chez Mouton? Alors, c'est une très bonne question à laquelle mon collègue Paul Pascoli va se faire un plaisir de répondre, parce que il faut vous préciser que si notre collaboration a pris quelques années, c'est parce que quand j'ai rencontré Paul en l'interrogeant sur les archives Bourdieu,
je venais de prendre la direction des éditions de l'EHESS, et en fait c'est Mouton EHESS, la publication du métier de sociologue, et un de mes grands projets était de lancer une collection de poche, et je voulais que le premier volume de cette collection de poche soit le métier de sociologue, et que ce soit une réédition scientifique, et que Paul en soit le maître d'œuvre, et du coup il a fait une très grosse préface, un très gros travail à l'introduction du métier de sociologue, que vous pouvez vous aussi acquérir pour une somme modique dans cette collection de poche, et dont tu peux dire un mot, parce que c'est très intéressant dans ce contexte de faire des choix éditoriaux. J'ai pas compris la question. Pourquoi Bourdieu fait le métier de sociologue à l'EHESS et chez Mouton, et pas dans le sens commun? D'accord. Déjà parce que c'est un projet de manuel scolaire, universitaire, qui finalement prend une tournure très épistémologique, parce qu'il y avait 3 volumes au départ, c'est ce que je raconte dans mon avant-propos, et donc du coup ça pouvait pas sortir il n'y a pas de manuel universitaire dans le sens commun, c'est des ouvrages de recherche, et puis surtout ça visait pas le même public du tout. Il fallait, à l'époque du métier de sociologue, il y avait très peu de formation à la recherche, comme on a aujourd'hui avec les Master 2, les thèses, etc. C'était assez rudimentaire. Et donc, il fallait tout créer, et en commençant par le commencement, c'est-à-dire les principes épistémologiques qui sont l'objet du métier de sociologue tel qu'on le connaît, mais qui n'était que le premier volume d'une trilogie. Il y avait aussi la méthodologie, les théories, etc. Donc voilà, par contre, ce qui est intéressant, c'est les interactions et les interférences entre les textes, c'est-à-dire qu'il y a même alors déjà, Panofsky est très important comme auteur dans le métier de sociologue. Il revient à plusieurs reprises, certains de ses textes qui sont cités, et puis c'est vraiment un auteur qui est présenté comme un modèle. Il faut faire comme lui, quoi. Les homologies, c'est bien au-delà de l'art ou de la pensée scolastique. Les homologies, on les retrouve après dans toute l'œuvre de Bourdieu, sur les grandes écoles, sur Homo academicus, etc. Les autres interférences qu'on peut retrouver, c'est des principes fondamentaux d'épistémologie qui sont vraiment brandis de façon explicite dans le métier de sociologue, et qu'on retrouve dans d'autres textes des années 60 et au début des années 70 de Bourdieu, comme de manière plus implicite, ou on va dire plus reliée à des cas empiriques. Et donc on voit bien que ce qui se joue, finalement, s'il a voulu faire cette postface et parler un peu du livre de Panofsky, mais beaucoup de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut lire dans Panofsky, c'est que bien qu'il y avait l'idée de défendre le métier de sociologue à travers cette postface. Étienne Hanheim et Paul Pasquali, co-auteurs de l'ouvrage Pierre Bourdieu et Ervin Panofsky, essai d'archéologie intellectuelle, publié aux éditions de Minuit, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 18 mars 2025. D'autres remarques, prolongements, questions? Est-ce qu'il y a de l'humour dans leur correspondance? Alors, il faut préciser que c'est une question importante. D'abord, je serais tenté de dire que l'un et l'autre ont de l'humour, mais ça reste quand même des universitaires assez sérieux. Enfin, disons, je ne dirais pas que Bourdieu et Panofsky soient de gros rigolos en soi, pour les archives qu'on connaît d'eux. Ça n'empêche pas de temps en temps une petite plaisanterie, mais on est plutôt sur le ton de la plaisanterie connivente entre universitaires de bon aloi. Donc ça, c'est effectivement, quand il se glisse quelque chose qui est de l'ordre de l'humour, c'est vraiment de l'humour connivent. C'est intéressant sociologiquement, parce que tu disais tout à l'heure qu'on cherchait à décrire un milieu. Alors c'est vrai, c'est un milieu qui nous plonge dans un monde universitaire international un peu différent de celui d'aujourd'hui. D'abord, un monde où on voyage beaucoup moins, où on téléphone peu, donc tout se passe par des lettres. Ils se sont jamais vus. Ensuite, tout se passe dans un monde absolument masculin, c'est-à-dire que les femmes qui apparaissent dans le livre sont quasiment uniquement en position subordonnée, c'est-à-dire c'est les secrétaires, c'est les étudiantes, donc les traductrices, et un monde relativement connivent, et en particulier parce que
il y a à l'arrière-plan des références communes. Alors dans le cas de Bourdieu et de Panofsky, c'est entre autres la philosophie. Tu disais l'autre jour que les plaisanteries sur Platon, par exemple, étaient vraiment, là, pour le coup, un habitus de philosophe, et l'un et l'autre se renvoyant. Donc, il y a quelque chose comme ça, et l'humour a si on voulait décrire de l'humour, on pourrait dire qu'il a une fonction sociale chez l'un et l'autre. Mais, il faut également considérer que c'est une correspondance très située. C'est-à-dire que la correspondance qu'on édite en annexe, c'est 13 lettres. Donc 13 lettres, ça reste finalement modeste. Et 13 lettres qui sont échangées en 6 mois. C'est-à-dire ça commence début décembre 1966 et ça finit début juin 1967. En fait, c'est une correspondance de travail. C'est-à-dire que jamais Bourdieu et Panofsky n'abordent de front des questions théoriques générales sur l'iconologie, la sociologie, les relations entre les disciplines. On pourrait fantasmer le fait que ces deux figures, qui sont chacune très importantes dans leur monde, aient eu cette confrontation au sommet, mais en réalité, et c'est ce qu'on essaie de montrer aussi, l'histoire intellectuelle, ça se passe pas comme ça la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui fantasment sur les rencontres entre écrivains qui souvent ne se sont pas dit grand-chose, mais c'est très compliqué d'arriver à avoir une forme d'échange. Donc en fait, qu'est-ce qui se dit là ? Il se dit quelque chose qui est de l'ordre du travail éditorial sur un texte. C'est-à-dire c'est un jeune sociologue éditeur qui écrit à un vieil historien de l'art en disant voilà, je veux traduire votre texte en français, voilà comment je vais faire, voilà quelle est la collection, et puis il lui décrit les opérations matérielles sur la collection. Ensuite, il lui pose des questions très concrètes sur toute une série de termes techniques, parce que c'est un livre assez technique du point de vue de l'histoire de l'architecture. Et Bourdieu, il n'est pas formé en histoire de l'architecture, a fortiori médiévale, donc il se pose des questions sur la manière dont on rend en français toute une série de termes concernant les voussures gothiques, les architraves et les colonnes engagées ou dégagées. Et Panofsky lui répond. Et au fur et à mesure, il tisse des liens sur les intertitres, sur comment on organise les notes, sur l'index. Et la matière intellectuelle, finalement, se dessine, je dirais vraiment, au ras du travail éditorial. C'est en les voyant travailler qu'on comprend comment l'un et l'autre engagent une conception de leur discipline, de leur projet aussi, parce qu'ils ne sont pas du tout au même moment de leur vie. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire sentir dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a une dimension très matérielle et très concrète à cette histoire intellectuelle. Et donc, c'est une correspondance très particulière. C'est la correspondance, au fond, d'un certain point de vue, d'un auteur avec son éditeur. Panofsky n'identifie jamais Bourdieu comme l'un des futurs très grands sociologues internationaux de la fin du XXe siècle. Il le voit comme principal. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit Gerda Panofsky, qui est la deuxième femme de Panofsky, qui est encore en vie et qui est une très vieille dame, et grâce à laquelle il y a deux personnages importants dans notre histoire. Il y en a d'autres, mais deux personnages importants, c'est Jérôme Bourdieu, un des fils de Pierre Bourdieu, qui est celui qui s'occupe en particulier des archives, et Gerda Panofsky, qui est donc la veuve d'Erwin Panofsky, parce qu'ils nous ont permis à eux deux d'avoir accès à l'ensemble de cette correspondance qui était fragmentée dans les deux fonds. Et on l'a interrogée, Gerda Panofsky, puisqu'elle répond encore au courrier électronique, et elle nous a dit que, selon elle, son mari a toujours considéré Bourdieu comme son traducteur et son éditeur, mais ne l'a jamais considéré comme un collègue sociologue, en fait, et n'a probablement jamais lu de Bourdieu. Autant Panofsky connaissait sans doute les éditions de Minuit sous l'angle du prestige littéraire, autant il est très peu probable que Panofsky ait compris ce que Bourdieu était en train de faire avec le sens commun à ce moment-là. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ça. Oui, et donc du coup, cette correspondance c'est pas une correspondance grandiose du point de vue intellectuel, mais c'est précisément parce qu'elle est très riche en informations matérielles qu'elle permet de donner du sens au livre lui-même, qui est en fait le monument sur lequel on travaille, mais aussi le document qu'on essaye de déchiffrer et de démystifier. En réalité, on aurait pu faire ça sur un autre ouvrage. Il se trouve que là,
pour différentes raisons qu'on expose dans le livre, il est emblématique de plein de choses. Mais l'idée, c'est aussi de dégager une sorte de programme de recherche qui est cette archéologie intellectuelle, c'est-à-dire une manière de montrer dans sa matérialité le savoir qu'on fréquente, qu'on consomme, qu'on produit, et de lever le voile un peu, d'ouvrir la boîte noire de la fabrique éditoriale. C'est une manière aussi de revenir à des choses qui passent inaperçues dans les ouvrages tels qu'on les reçoit. Et donc ça, c'était très important de le faire. Et donc en positif, ce que cette correspondance peut avoir entre guillemets de décevante si on y cherche autre chose que ce qu'elle donne, en réalité c'est l'atelier de fabrication dans sa totalité qu'on a sous les yeux, et en réalité on n'a pas ça pour beaucoup de livres, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'époque. Donc c'est une correspondance très précieuse de ce point de vue pour l'histoire intellectuelle, et j'ajouterais aussi on en a un peu parlé tout à l'heure, pour ce moment particulier des années 60 qui est le moment structuraliste. Bourdieu, avec cette postface, introduit une bifurcation, et c'est de desserrer l'étau théoriciste qui est en train de se manifester dans une grande partie du structuralisme, et notamment hérité de Lévi-Strauss. Il était très proche de Lévi-Strauss dans les années 60, mais sans jamais se revendiquer du structuralisme. Et il cherche à travers cette postface et le rapatriement, la fabrication de ce Panofsky, à intervenir à sa façon dans un moment, le moment 66 en gros. 66, c'est l'année où Les mots et les choses de Foucault sort et connaît un grand succès, et il prend position implicitement dans ce moment-là. Et la correspondance, elle permet si on veut, d'offrir un autre angle, un angle original pour sortir d'une histoire intellectuelle qu'on connaît, qui est assez bien documentée aujourd'hui, qui raconte l'histoire intellectuelle des années 60 avec les grandes figures, Derrida ou Lévi-Strauss, Althusser, etc., et qui nous permet de décadrer, de dézoomer et de revenir à des choses très matérielles, au sens où il n'y a pas de création théorique, de création conceptuelle, sans une histoire matérielle qui la rend possible. Et ça, c'est très important de le rappeler, contre une lecture idéaliste ou très philosophique des concepts théoriques. Et cette année-là, Bourdieu donc traduit Panofsky, il publie L'amour de l'art, il publie 9 articles, et il a 2 programmes de recherche qu'il dirige, et en même temps ça il peut le faire, et vous l'évoquez à 2 ou 3 reprises dans le bouquin, aussi parce qu'il y a tout le travail souterrain qui est fait par des femmes, un travail de petites mains, etc., qui est tout à fait crucial. Il y a d'autres choses que vous évoquez aussi, dont on peut parler éventuellement si ça vous intéresse, les questions d'amitié aussi, l'amitié avec Derrida, de Bourdieu, donc il y a les questions autour du champ d'édition, mais aussi toute cette transformation du champ des sciences sociales, son internationalisation qui commence à s'opérer, l'interdisciplinarité, etc. Sur ce point, il y a effectivement quelque chose de très important dans ce que tu dis, qui est la reconstitution du collectif. C'est-à-dire que le monde de l'histoire intellectuelle, comme le monde de l'histoire de l'art, est un monde où très souvent le capital symbolique est absorbé par des noms propres. Et donc il y a une sorte comme ça, de succession de très grandes figures, de grands hommes qui finissent par labelliser quelque chose autour d'eux. Et c'est vrai de Bourdieu, et il ne s'agit pas de nier le caractère central de Bourdieu dans cette entreprise, mais il s'agit de comprendre que ces entreprises sont le plus souvent possibles, et quand elles ont eu l'impact de Bourdieu, parce qu'elles ont été des entreprises collectives. Et qu'il y a chez Bourdieu une dimension d'entrepreneur, en fait, qu'on voit dans ce livre. C'est-à-dire que Bourdieu est un sociologue qui enseigne, qui produit des travaux personnels, mais qui, à côté de ça, dirige une collection éditoriale, est la cheville ouvrière du grand laboratoire de sociologie qui se développe à l'époque en France, qui avait été au départ constitué autour de Raymond Aron, et puis pour lequel très vite Bourdieu devient la cheville ouvrière du dispositif.
Et donc, quand on regarde les archives, on voit très bien que c'est tout un monde qui s'organise autour de Bourdieu et autour de son travail, et que ce collectif-là, il est effectivement à l'œuvre, et qu'il n'y a que ce collectif qui permet d'expliquer la puissance, disons, de l'entreprise intellectuelle. Et ça, c'est vraiment très intéressant de le voir se mettre en place parce que ça a un impact très profond sur la sociologie française. Et ça rappelle cette dimension d'atelier. Moi, je suis plutôt un historien du Moyen-Âge et de la Renaissance d'habitude, mais si vous voulez, j'ai travaillé sur les ateliers d'artistes au XIVe siècle. Bon, bah, c'est quelque chose qui fonctionne exactement de la même manière avec des gens comme Giotto. C'est-à-dire que, Giotto, c'est une figure fondatrice de la Renaissance en son nom propre, mais en réalité l'essentiel de ce qu'on voit aujourd'hui et auquel on donne le nom de Giotto, c'est les entreprises Giotto qui l'ont fait, en particulier les grands cycles de fresques qu'on peut voir par exemple à Padoue ou à Florence. C'est pas un type tout seul qui vient et qui monte ses échafaudages, c'est-à-dire que c'est une collection d'individus qui travaillent tous ensemble, et il y a un travail de coordination qui a à voir avec la sociologie, avec l'économie, qui est fondamentale. Et en fait, la production intellectuelle qu'on essaie de décrire, elle a une parenté avec cette logique d'atelier. Et Bourdieu est un peu en position de maître. On pourrait penser aussi, on a parlé plusieurs fois de Rembrandt, parce qu'il y a des études aussi très intéressantes sur Rembrandt qui sont bien documentées. On a parfois des dizaines de personnes qui travaillent autour de Rembrandt. Et cette histoire intellectuelle-là, si vous voulez, elle est un peu différente de l'histoire du génie, de l'histoire des grands hommes, de l'histoire des grands textes. Ça ne veut pas dire que ces textes ne sont pas importants, mais ça veut dire qu'on essaye dans le livre de les donner à lire un peu autrement, y compris narrativement. Est-ce que Bourdieu et Panofsky parlent du lecteur qu'ils ont en tête, ou du lectorat qu'ils ont en tête? Est-ce qu'on sait quelque chose sur la réception du livre? Je ne veux pas... Alors, il y a un mot au moment où il présente la collection. C'est-à-dire qu'il y a une lettre où, en fait, Bourdieu essaie d'expliquer à Panofsky à quoi va ressembler la collection. Et il lui dit quelque chose qui ressemble assez aux premières années du sens commun. C'est-à-dire il énumère les disciplines qu'il veut illustrer dans le sens commun. Il lui explique qu'il s'agit d'un projet visant à reconstruire l'unité des sciences sociales. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre ensemble... Alors, je m'amuse toujours, étant historien de formation, que Bourdieu contourne l'histoire dans l'énumération des disciplines qu'il donne. Donc, il y a la sociologie, l'économie, l'histoire de l'art, la linguistique, enfin, il y a tout ce que vous voulez, l'ethnologie, sauf l'histoire. Mais ce qui n'est pas absolument anodin, parce que si on revient à la remarque d'Éric tout à l'heure, il y a quand même deux gros môles dans l'espace intellectuel où se meut Bourdieu, qui sont d'un côté Lévi-Strauss et cette anthropologie structurale, et de l'autre côté Braudel et les annales. Et Bourdieu évolue dans ce monde, il y cherche aussi sa place, et sa sociologie chemine aussi dans ce dispositif. Donc, il s'intéresse à une unité des sciences sociales, mais qui cherche à donner à lire assez largement. C'est-à-dire que le sens commun, et c'est une partie de son lien avec Jérôme Lindon et avec Minuit, le sens commun n'est pas une collection strictement universitaire. Il la pense d'emblée comme une collection qui cherche à toucher ce qu'en librairie on appelle le grand public cultivé. Alors on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est quelque chose qui ne se réduit pas aux universitaires, et qui n'est pas simplement non plus un public étudiant. Et je pense que la question que vous posiez tout à l'heure est très importante de ce point de vue. De fait, le métier de sociologue, on peut penser ce qu'on veut du résultat, mais c'est pensé comme un manuel. Et c'est pensé pour des... Non, mais ça peut nous faire rigoler aujourd'hui. Mais c'est pensé comme un manuel pour des étudiants. Il y en a d'autres, hein. Je pourrais vous citer une liste de manuels, des choses que Georges Duby a écrit dans ces années-là, qui pensaient être des manuels, qui sont encore aujourd'hui considérés comme des traités d'économie médiévale. Mais c'était pensé comme un manuel. Et ça, c'était pensé comme une collection largement ouverte. Alors, grand public en un certain sens. Et d'ailleurs, il vise une réception qui passe par les magazines, qui passe par un certain nombre de canaux qui ne sont pas strictement savants et strictement universitaires. Et pour cette raison, il ajoute à l'édition toute une série d'éléments, des notes, des tableaux, des chronologies, pour que les gens qui ne sont pas spécialistes d'art gothique puissent se saisir de ce texte.
Il y a tout un travail d'iconographie notamment. Hein. Il y a le paratexte que vous décrivez, hein, pris en charge véritablement par Bourdieu, avec aussi quand même une collaboration tout du long de Lindon. Il y a un projet qui est commun avec Lindon, mais on voit bien comment Bourdieu va quand même tout retravailler dans les textes, dans le paratexte de la proposition, des deux propositions originelles de Panofsky, avec la titraille, avec les illustrations, la quatrième de couverture, la page de garde, etc. Il y a toute une réflexion aussi autour de ça. Et la recherche continue dans ces choix-là, c'est-à-dire que l'index, les choix qui sont faits quand on fait un index des noms, des concepts, on voit que, par exemple, l'habitus, qui n'est pas présent dans le texte de Panofsky, Bourdieu, via l'index, le situe dans le texte de Panofsky. C'est-à-dire qu'il y a une manière où il y a des termes aussi qui ne sont pas, il y en a plein d'autres, hein, qui ne sont pas dans le texte de Panofsky, et il le met dans l'index. Ce qui est une manière de faire passer ces hypothèses de recherche dans... Alors, on peut toujours... on s'est intéressé à d'autres cas. En réalité, c'était assez courant dans ces années-là. Il y a d'autres... Derrida, à l'origine de la géométrie et du CERN, il fait la même chose. Il pose des questions au texte qui sont en fait ces questions, si bien qu'a posteriori, les gens ne savent plus si c'est Husserl ou si c'est Derrida qui parle. Et si on revient sur Panofsky, l'édition des essais d'iconologie chez Gallimard, qui sort en même temps que le livre chez Minuit. Pareil, il y a tout un... Alors c'est différent, c'est des notes du traducteur de Bernard Tessèdre. Et en fait, quand on lit les notes du traducteur, elles sont assez récurrentes. Et on ne sait plus à la fin si on est en train de lire Panofsky ou on est en train de lire Tessèdre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette époque beaucoup chez les éditeurs qui croyaient bien faire et qui sans doute faisaient bien parce qu'il fallait encore une fois refonder un certain nombre de bases pour des sciences humaines qui étaient alors à une époque de refondation. Et en même temps, il y a cette logique effectivement plus pédagogique qui voisine avec la logique intellectuelle et qui consistait à offrir un maximum on va dire, d'éléments pour des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et ça, c'est très très important. Et ça s'est un peu perdu par la suite dans cette collection. C'est-à-dire qu'à partir du début des années 70, c'est comme si au fond, le lectorat s'était plus ou moins stabilisé. Et il n'y avait plus la nécessité de faire ce genre de travail. Et en revanche, ce qui est resté et qui demeure encore aujourd'hui la marque de fabrique de la collection Le Sens commun, c'est les introductions, c'est les présentations qui étaient faites justement par des membres de l'équipe de Bourdieu, et assez peu par Bourdieu lui-même en fait, ça c'est assez important à noter. Et donc il y avait un certain nombre de présentations qui venaient, de préfaces, qui venaient accompagner le livre et naturaliser sociologue des gens qui n'en étaient pas, par exemple Richard Hogarth, avec la préface de Jean-Claude Passeron, ou qui venaient introduire des éléments étrangers à l'œuvre pour créer cette unité des sciences sociales. Au fond, l'unité des sciences sociales, c'est pas seulement une juxtaposition d'auteurs dans une collection, c'est aussi la confrontation des idées. Et ça commence par les préfaces. Donc la plus connue, l'une des plus connues en dehors de celle à Hogarth, c'est la préface à Asile de Robert Castel, qui a posé un certain nombre de questions qui n'auraient été pas aussi sociologisables a posteriori, par exemple, si ça avait été Foucault qui avait fait cette préface. Et du coup, ça c'est très important parce que on voit à travers cet exemple se déployer un travail qui est un travail de traduction, mais aussi de transposition et de réinterprétation de façon assez large. Et une des singularités de ce livre-là, et c'est pour ça qu'on l'a choisi par rapport à d'autres, c'est que c'est celui que Bourdieu traduit lui-même, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment à l'œuvre comme traducteur, et de fait, même dans la traduction, il fait ce que Paul décrit, c'est-à-dire qu'il prolonge légèrement les concepts de Panofsky. D'ailleurs, la traduction a été discutée dès 68 dans un numéro de critique avec une recension du jeune Roland Reich, c'est-à-dire que Bourdieu fait des choix, comme Tessèdre en fait chez Gallimard, et dans le monde de l'histoire de l'art, qui est un monde à l'époque
peut-être toujours aujourd'hui à certains égards assez académique du point de vue disciplinaire. Cette double irruption de Panofsky par Gallimard et par Minuit va susciter des agacements, et un des textes les plus virulents et les plus négatifs à l'égard de ces deux traductions, c'est le texte d'André Chastel dans Le Monde au début de l'année 68. Donc Chastel, grande figure de l'histoire de l'art française, qui va faire une recension extrêmement déplaisante, extrêmement négative, et en considérant que d'abord c'est pas les bons textes qui ont été traduits, qu'il aurait fallu les traduire autrement, et puis que de toute façon c'est trop philosophique. C'est une approche trop philosophique de Panofsky, c'est-à-dire que là on voit se jouer disons des jeux, des rapports disciplinaires. Bourdieu et Tessèdre, philosophes tous les deux de formation, ramène en quelque sorte Panofsky à cet horizon allemand qui est celui du néo-kantisme et des débats sur les sciences de la culture du début du XXe siècle. Au contraire, Chastel tire Panofsky du côté d'une histoire de l'art beaucoup plus formaliste, beaucoup plus interprétative, et il y a une sorte de conflit à ce moment-là. Alors ce qu'il faut dire, parce qu'il y a effectivement un travail d'adaptation, disons, ce qu'il faut dire, c'est que Panofsky en était conscient et qu'il en a été complice, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore eu le temps de raconter, c'est que la position de Panofsky dans l'architecture gothique et pensée scolastique avait été très mal reçue par les historiens de l'art de langue anglaise. Et que la fameuse conférence de la Wimmer Lectures, quand c'est 1948, elle est publiée en 1951, et les recensions dans les revues spécialisées sont très critiques. Et très critique sur la base d'une forme d'histoire de l'art très pragmatique et très empirique états-unienne, qui dit en fait c'est n'importe quoi, il n'y a aucun fondement à cette histoire, pourquoi il rapproche ça de façon saugrenue. Enfin, Panofsky, ça fait partie des livres qui ont été le plus durement critiqués de Panofsky. Et quand Bourdieu s'intéresse à ce livre, on voit bien dans la correspondance, cette fois justement dans leurs échanges, que Panofsky voit en quelque sorte une seconde chance, une nouvelle vie pour ce texte un peu oublié qui avait été maltraité. Et la manière dont Bourdieu va en quelque sorte apporter une structure théorique à la proposition un peu essayiste de Panofsky satisfait grandement Panofsky, parce que il voit là se déployer un arsenal théorique qui vient en quelque sorte étayer une construction qui avait été une construction remise en cause. Donc au fond, on a raconté beaucoup l'histoire du point de vue de Bourdieu, mais il faut bien comprendre que Bourdieu comme Panofsky collaborent à la construction de ce nouveau bouquin, et que Panofsky ne se fait pas manipuler par Bourdieu. Ils ont tous les deux leur agenda, et il se trouve que ces deux lignes, à un moment donné, se croisent dans cette correspondance, et que Panofsky y trouve tout à fait son compte. Et d'ailleurs, cette édition française va devenir l'édition de référence ensuite, par exemple en Allemagne, va être traduit à partir de cette édition. C'est-à-dire que au fond, le bouquin créé à ce moment-là par la juxtaposition de ces deux textes, ce nouvel appareil critique, une nouvelle titraille et la postface de Bourdieu, va constituer une nouvelle unité, et va ressusciter en quelque sorte des textes que Panofsky avait un peu laissés de côté à cause de leur mauvaise réception. Oui, la question étant de savoir ce qui est légitimé, parce que Bourdieu, non mais parce que il y a vraiment une compétition aux frontières, c'est-à-dire que il y a un groupe de disciplines là qui sont aux prises les unes aux autres, la sociologie, la philosophie, l'histoire de l'art, et puis à l'arrière-plan l'histoire qui Bourdieu à la fois légitime et délégitime Panofsky, parce que il l'emprunte aux historiens de l'art pour le replacer dans une galaxie qui est celle des sciences sociales vues par lui, et dans laquelle des gens aussi différents que Goffman, Hogarth, Moses Finlay prennent place, mais aussi il va faire les gros volumes de Mauss, de Durkheim, et il va aller jusqu'à d'autres historiens d'art, dans Sétis, c'est traduit dans cette collection. Donc il y a un effet de légitimation, mais qui est en même temps un petit coup de force sur la question de l'histoire de l'art et de l'autonomie de l'histoire de l'art. Et un coup de force, un coup à plusieurs bandes, parce que à la fois il emprunte de l'histoire de l'art, et d'un autre côté, il va chercher dans l'histoire de l'art des formes de modèles historiques qu'il ne cherche pas en histoire.
Et là, il y a des contournements, c'est très intéressant. Il s'approprie Panofsky. Il aurait pu trouver du matériau pour dire des choses voisines chez d'autres des historiens de la même époque. Et en particulier, un des éléments qui nous a beaucoup intéressés, c'est le contournement de Jacques Le Goff. Alors, contournement réciproque, hein, parce que Jacques Le Goff a contourné Bourdieu autant que Bourdieu l'a contourné, mais Le Goff, 1957, Les intellectuels au Moyen-Âge, qui est un livre qui porte exactement sur le même milieu social que celui que Panofsky étudie pour écrire Architecture gothique et pensée scolastique. C'est-à-dire ce monde intellectuel et clérical de l'Île-de-France des 11e, 12e siècles. Et il n'y en a pas un mot dans le livre. C'est-à-dire que clairement, là, c'est quelque chose qui est laissé sciemment de côté. Donc, légitimation, absolument, mais il faut s'entendre sur quelle légitimation. Mais peut-être tu voulais dire un mot de ça. En tout cas, on voit l'intérêt de s'intéresser au silence, et aux évitements et aux omissions, et pas seulement aux citations. Et ça, c'est un point important, surtout à l'heure des big data, où on prélève comme ça sur l'internet des bases de données qui permettent de savoir qui cite qui, alors qu'en réalité une grande partie de l'histoire intellectuelle se fait par des silences, par des évitements, et là on a un bel exemple. Mais toujours est-il que on l'a peut-être pas dit, mais c'est la seule et unique traduction que Bourdieu fait lui-même de toute sa carrière. Et que s'il l'a faite, c'est évidemment pour tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi parce que ce texte-là résonnait plus que tout autre chez Panofsky avec sa propre vision de la sociologie, et notamment c'est sans doute le texte le plus structuraliste, qui se prête le plus à une lecture structuraliste de tout ce que Panofsky a écrit. Bourdieu n'aurait pas pu faire ça avec les essais d'iconologie, et paradoxalement, il va rendre Panofsky plus structuraliste que ce qu'il n'était, puisqu'il n'utilise pas le terme d'homologie structurale, par exemple. Il parle d'homologie, tout court. C'est Bourdieu qui rajoutera structural dans la 4e de couverture. Autre élément, voilà, un peu stratégique. Et en même temps, là où c'est paradoxal, c'est que dans la postface, il prend ses distances avec Lévi-Strauss et le structuralisme plus mécaniste. Et donc, alors qu'il rend Panofsky plus structuraliste qu'il n'était, il va essayer, lui, de se présenter moins structuraliste que ce qu'était Lévi-Strauss et un tas d'autres sociologues qui s'inscrivaient dans la continuité du structuralisme de l'époque. Et donc, on voit que ces jeux-là, ces écarts-là auraient difficilement pu être repérés par une lecture, on va dire, à la hache, type intelligence artificielle ou je ne sais quoi, et qu'une lecture plus fine, qualitative, permet de repérer ce genre de micro-stratégie. Merci. Vous avez évoqué en fait les relations de pouvoir aussi qu'il y a, ou de concurrence avec Le Goff. Et puis, je me demandais si vous étiez allé voir la correspondance, il me semble pas que vous l'ayez dit, chez Gallimard, entre Tessèdre, qui quand même, je crois, il se connaissait avec Bourdieu. Je me demande s'il n'était pas à l'ENS en même temps. Et si vous êtes allé voir, voilà, quel type de relation, d'échange il pouvait y avoir avec Panofsky dans son cas. Alors, je vais laisser Étienne parler de Gallimard, parce que c'est lui qui est allé voir la correspondance Tessèdre-Panofsky. En tout cas, il n'y a pas de trace de correspondance entre Tessèdre et Bourdieu. Bizarrement, en fait, c'est pas si étrange, c'est que ils se connaissaient, donc ils ont probablement eu des échanges oraux qui n'ont pas laissé de traces. C'est les limites des archives aussi. Mais effectivement, alors ils n'étaient pas en même temps. Ils avaient 3 ou 4 ans d'écart, il me semble. En revanche, on peut tout à fait imaginer qu'il y a eu beaucoup d'échanges avant, pendant et après les traductions, mais il semblerait que les échanges n'étaient pas forcément très cordiaux. Voilà. Alors, non, mais c'est vrai que c'est une histoire, Isabelle, tu as raison de le rappeler, on l'a effleuré tout à l'heure, qui met aux prises des gens, c'est un tout petit milieu social, hein, c'est des gens qui sont pour beaucoup des philosophes, c'est-à-dire que même ceux qui sont devenus sociologues, enfin, on a vraiment une génération de philosophes étudiants à l'ENS, dans les caïnes parisiennes ou à la Sorbonne, nés autour de 1930 et étudiants au début des années 50. C'est-à-dire que c'est ces gens-là, et alors un des éléments qu'on essaie de mettre en évidence dans le livre, c'est le fait que beaucoup ont été à un moment donné des élèves de Merleau-Ponty ou ont suivi des cours. Pas des élèves de Merleau-Ponty, mais enfin ont été des étudiants assistant à Merleau-Ponty, et que Merleau-Ponty est
selon nous, un des grands introducteurs de cette référence à Panofsky, avec des gens qui vont en faire des choses ensuite très différentes, et certains bifurquant vers la sociologie, d'autres bifurquant vers l'esthétique et l'histoire de l'art, quelques-uns restant philosophes. Et c'est eux qui vont être, dans les années 60, les porteurs de cette référence, alors qu'à la génération précédente, ça avait été des gens comme Chastel, c'est-à-dire vraiment des historiens d'art qui ont une douzaine d'années de plus. Et c'est intéressant, alors on a eu la chance grâce à Pierre Nora et ce genre de livre, mais comme beaucoup de livres d'histoire contemporaine, parce que sans vouloir nous naturaliser historiens du contemporain, surtout devant des collègues, c'est un livre d'histoire contemporaine d'un certain point de vue pour nous. On a eu la chance que Pierre Nora nous ait donné accès au dossier d'archives Panofsky de Gallimard. Et là, c'est très intéressant de le lire en parallèle de celui de Minuit, parce qu'en fait, on a deux maisons d'édition parisiennes très en vue des années 60 qui fonctionnent de manière complètement différente, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Minuit, c'est vraiment une toute petite maison. On le dit, on le sait, mais c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que c'est Jérôme Lindon et très peu de gens autour de lui. Et donc, on voit le rôle de Lindon et puis on voit des circuits très très courts dans la fabrique du livre et les échanges entre Bourdieu et Lindon. Gallimard, c'est déjà une grosse machine, c'est-à-dire que les archives sont extrêmement structurées, il y a un circuit pour les documents, il y a des relecteurs extérieurs qui expertisent les livres, qui donnent des avis, il y a des traducteurs, il y a les financiers qui interviennent, il y a la fabrication qui intervient aussi, c'est-à-dire que on voit une grosse machine, et dans cette grosse machine... c'est en quelque sorte deux histoires parallèles qui s'écrivent. Ce qui est assez drôle parce qu'il y a des lettres de Panofsky aussi dans le fond de Gallimard. Et alors, Panofsky écrit à Minuit et à Gallimard en même temps. Ils ne parlent jamais l'un de l'autre. Ils n'ont jamais d'échange. C'est-à-dire qu'on ne voit quasiment aucun point de contact, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une discussion sur les droits. Parce que, en fait, le texte de Suger avait été acheté par Plomb. Et Gallimard avait racheté les droits, et donc Gallimard pensait posséder les droits sur ce texte-là. Et il y a à un moment donné des tensions et des complications qu'on voit dans les archives Minuit. Et puis dans les archives Gallimard, ça n'apparaît qu'une seule fois quand Pierre Nora dit que Jérôme Lindon l'a appelé et qui lui a demandé de céder les droits sur ce texte. C'est le seul point de contact entre les deux. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est que dans la perspective de Pierre Nora, la Bibliothèque des sciences humaines, c'était, je dirais, une entreprise vraiment importante et il visait des dizaines de volumes sur plusieurs années. Et donc pour lui, Panofsky, c'était un élément d'un puzzle qui était très complexe et qui était plutôt, je dirais, une architecture d'actualité éditoriale qu'un projet théorique. Alors que chez Bourdieu, Panofsky, c'est un élément d'une architecture théorique. Et donc, au fond, chez Gallimard, on voit la machine Gallimard fonctionner, et on voit que si Gallimard avait voulu, à toute force, emporter la course de vitesse, c'était matériellement possible. Mais il n'y avait pas de conscience, probablement, chez Gallimard. C'est-à-dire que chez Minuit, ils savent que Gallimard sont en train de préparer le volume. Mais chez Gallimard... rien ne montre qu'ils le savent. Nora dit aujourd'hui qu'en tout cas, ils ne le savaient pas. Et manifestement, s'ils le savaient, en tout cas, ils s'en moquaient un peu. Parce que le volume n'avait pas du tout la même importance. Et donc, on a une sorte d'histoire parallèle. On aurait presque pu faire un article, plutôt que de l'évoquer rapidement dans le livre, mais il faut faire des choix. Un article sur la morphologie comparée de Minuit et de Gallimard à travers ce dossier. C'est-à-dire qu'on voit deux maisons fonctionner de façon complètement différente. Et de fait, chez Gallimard, la traduction est prête beaucoup plus tôt, mais ensuite, comme c'est une grosse maison, il y a une forme de pesanteur bureaucratique et technique, et le temps que le volume soit expertisé, porté à la fabrication, qu'il y ait les démarches auprès des libraires, tout ça prend son temps, et les deux volumes finissent par apparaître quasiment en même temps, parce que Minuit fait tout pour rattraper le train de Gallimard, y compris... un peu à la hâte, parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que cette première édition comporte quelques défauts et que Bourdieu, malgré tout, presse pour arriver à la sortir, mais que dès qu'elle sera épuisée, il y aura en 1970 une deuxième édition, et que cette deuxième édition sera tout de même un peu différente. Elle va réviser toute une série
défauts de la première édition. Oui, l'enjeu, c'était que le livre chez Minuit ne sorte pas trop tard pour pas être accusé d'imiter Gallimard. Donc ça s'est fait au détriment de certains aspects, disons, éditoriaux et qui seront corrigés en 70. Donc aujourd'hui, on ne les voit plus dans le livre tel qu'il existe, mais si on retourne à l'édition de 67, on les voit. Et ça a bien marché parce que la réception publique se fait le plus souvent dans des articles qui couplent les deux livres. Et ça se comprend aujourd'hui, c'est-à-dire que n'importe quel média aujourd'hui verrait sortir deux livres du même auteur prestigieux et jamais traduit. Bon, donc ça veut dire que, par exemple, dans Le Monde, Chastel rencontre des deux, Michel Foucault rencontre des deux dans le Nouvel Obs, Françoise Choët dans la Quinzaine littéraire. Et Gallimard a réussi Minuit a réussi son opération d'arrimage, je dirais, au service de presse de Gallimard, qui par ailleurs était beaucoup plus puissant que le service de presse de Minuit à cette époque, puisqu'il faut quand même se rappeler que Minuit, c'est une grande maison littéraire, mais le Sens commun, ça n'existe que depuis 2 ou 3 ans, donc c'est des terrains qui sont un peu nouveaux aussi pour l'équipe de Minuit. En fait, oui, donc on va s'arrêter là. Je vous dire qu'on a beaucoup discuté, notamment de l'histoire de l'édition. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui nous permet de rentrer véritablement dans les cuisines. C'est vraiment formidable. D'une histoire qui est aussi une histoire donc intellectuelle, une histoire des sciences sociales, un moment crucial, avec des auteurs que vous connaissez, qu'on n'a pas cités. Il y a Paul Venn. Enfin, il y a tellement de concurrents aussi qui sont là à ce moment-là, donc dans cette période tout à fait charnière. Et le livre ouvre aussi vers tout ça, et c'est tout à fait passionnant et aussi fort bien écrit. Donc bravo pour ça aussi. Donc merci Étienne, merci Paul. Merci beaucoup. L'ouvrage de Paul Pasquali et d'Étienne Anheim, Pierre Bourdieu et Erwin Panofsky, Essai d'archéologie intellectuelle, est publié aux éditions de Minuit, collection Le Sens commun. Cette rencontre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche mardi 18 mars 2025 et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když mě máš tak rád, můžeš mě třeba stole obývat. Když nemáš tak rád.